Yasujiro Ozu. L'affiche est très belle, déjà. Je trouve c'est l'ouverture, c'est une scène d'herbe flottante. C'est un remake de Ozu. Ozu a fait des remakes de ses propres films, enfin celui-ci, et des films qui se répètent tout en variant les situations. C'est une scène de pêche à la ligne. On verra d'ailleurs dans les extraits une autre scène de pêche à la ligne. Voilà. Sur Ozu, juste deux, trois petites choses pour commencer. Rappelez une chose, parce que Ozu, maintenant, il est très installé et très connu dans le cinéma japonais et dans le cinéma mondial. La découverte d'Ozu s'est faite très longtemps après sa mort. Hein. Ozu, c'est 1903, 1963. Et c'est à la fin des années 70 qu'on a découvert en France ces films, à savoir Ghost de Tokyo, à savoir ce qu'on appelait le dernier caprice, enfin l'automne de la famille Koyawagawa à l'époque, le dernier caprice, et également Voyage à Tokyo qui était passé à la télévision. Ça a été des chocs pour beaucoup, puisque ces films n'avaient jamais été montrés en dehors du Japon, les films d'Ozu. Pourquoi? C'est à la fois lié peut-être au fait que les premiers films qui ont un succès, c'était Rashomon, vous savez ça, plus les Mizoguchi. Donc c'est des productions d'Ai, c'est des films historiques à costume, ce qu'on appelle au Japon des Jidai Geki, qui sont des films d'avant l'ère Meiji, donc le Japon féodal, comparativement à l'ère Meiji Gendai. Et les films que faisait Ozu ont un nom particulier au Japon, ce qu'on appelle les Shomin Geki. Geki, c'est récit. Shomin, c'est la vie des petits gens, la vie ordinaire. Et ces films-là, on estimait que ça ne pouvait pas intéresser le public occidental. Ozu a fait ça toute sa vie, sauf son premier film, qui est un film de sabre, le sabre de pénitence. Et il a fait ça toujours dans le même studio que la Shochiku. Sauf deux films, d'ailleurs, celui-ci que vous voyez, enfin, qui n'est plus là, mais qui était l'affiche, pardon, est un film qu'il a fait pour la Dai, et également Le Dernier Caprice, c'est un film pour la Toho, mais sinon, il a travaillé pour la Shochiku à Tokyo, dans les deux studios, là, Ofuma, qui était d'abord au nord de Tokyo, puis ensuite Kamata, qui était là où il a vécu, où il est mort et il est enterré, c'est Akita Kamakura, tout au sud. Enfin, je ne sais pas si vous voyez Tokyo, Yokohama, et encore plus au sud, c'est là où il a travaillé. Bien, quelques éléments de biographie peut-être sur Ozu. Enfin, c'est pas ce qui va expliquer l'œuvre, mais c'est peut-être des informations toujours bonnes à savoir. Je m'en inspire à partir de l'ouvrage de Donald Ritchie, qui était paru en 1980, qui a épuisé malheureusement ce livre. Donc lui, c'est Tokyo, hein, c'est un Tokyoïte, 1903. Il a été élevé par sa mère surtout, parce que son père était commerçant fertilisant, donc lui avait une filiale à Tokyo, donc il a vécu la campagne avec sa mère de 1913 à 1920. Il a été un peu l'enfant de sa mère, si je puis dire, préféré, avec ses deux frères qui, eux, ont fait des bonnes études. Lui a fait des études mauvaises de chez mauvais, si je puis dire, c'est-à-dire très mauvais élève. Il a raté l'examen à l'université. Il a adoré le cinéma très tôt. Il a vu exclusivement des films américains et européens, c'est-à-dire King Vidor, Pearl White, l'actrice William S. Hart. Il a été professeur 1 an, mais son père était obligé de le rechercher parce qu'il était déjà très fort imbibé d'alcool, etc., etc. Il est rentré au studio de la Shochiku, au studio Kamata, en 23, à l'âge de 20 ans, par son oncle. Sa famille ne voulait pas. Il fait partie d'une génération qui a pu rentrer dans le monde du cinéma, parce que le cinéma était mal famé à l'époque. Les premières salles étaient dans des lieux de cabaret et de music-hall, donc étaient tenues par des yakuza, donc par des truands, des gangsters, si vous voulez. Donc travailler dans le cinéma, c'était travailler avec ce milieu-là. Donc toute la première génération du cinéma japonais, les Mizoguchi, etc., sont des gens qui sont rentrés de milieux Mizoguchi, étaient aussi de familles d'artisans, et ont pu rentrer dans le cinéma à ce moment-là. Ceux qui sont arrivés plus tard, comme Kurosawa, eux ont fait des études, beaux-arts, concours d'entrée, etc. Ils ont suivi la filière classique, si je puis dire, enfin, qui a prévalu après. Bien. Je suis allé vite, je suis qu'à la 5e ligne, donc ça ne va pas le faire. Oui, il connaissait tellement peu le cinéma japonais que lorsqu'il a été embauché à la Shochiku, il était incapable de citer 3 films japonais. Il ne voyait que des films étrangers. Il a fait son service militaire en 24, pendant 2 ans, il revient en studio en 26. Il travaille surtout comme gagman dans un genre particulier du studio qu'on appelle le nonsense mono, les films de gag, humour trivial, etc. Il travaille avec un réalisateur qui est connu pour faire ces films-là, mais surtout qui est un réalisateur qui délègue beaucoup son travail aux assistants. Donc comme ça,
Ozu a pu beaucoup travailler, a eu beaucoup de latitude. Donc il a été aussi très ami avec d'autres cinéastes de studio de l'époque, hein, Hiroshi Shimizu, Inosuke Gosho, je ne sais pas si vous connaissez ces noms-là, Mikio Naruse, hein, qui était l'autre grand cinéaste de la Shoshiku, mais comme le Shirokido, le patron de la Shoshiku, qui adorait, a toujours défendu Ozu, Naruse a quitté le studio de la Shoshiku 35 pour travailler ensuite à la Toho. Hein. Il était aussi membre de ce qu'on appelle le groupe Frivole aussi. Donc il était vraiment il vient du burlesque, si vous voulez. Deuxième petite chose, je vais de faire vite. En 26, parce que c'est le seul moment de sa vie où Ozu a vécu pas chez ses parents ni chez sa mère. C'est-à-dire qu'en 26, il quitte le domicile parental pour s'installer dans une maison avec plusieurs cinéastes et amis de la Shoshiku, dont Shimizu. C'est là où il se lie avec Mikio Naruse. Donc il le fera ça, il vivra, je dirais, avec des amis de cinéma jusqu'en 1934. Et quand son père meurt en 1934, il va revivre avec sa mère, chez sa mère, jusqu'à la fin de sa vie. La mère d'Ozu est morte en février 1962 quand il écrivait son dernier film, Le goût du saké. Lui est mort peu de temps après, le jour de son 60e anniversaire, donc à l'âge de 60 ans. Bien. Vite, toujours, il débute par un film historique, j'en ai parlé, mais ensuite, on lui a proposé, puisqu'à l'époque, les films contemporains, Gendai, c'était Tokyo, les films historiques, Jidai, était Kyoto, l'ancienne capitale. Et comme il a fait sabre pénitence, on a voulu qu'Ozu aille à Kyoto, il a refusé, parce qu'il voulait rester à Tokyo, donc il a fait des films contemporains à partir de ce moment-là, à la Shoshiku, Tokyo. Donc. Ses goûts de cinéma, c'est le burlesque, c'est Harold Lloyd. Ozu a été frappé par un film magnifique, enfin que je trouve magnifique, mais pas le seul, qui est Marriage Circle, les comédiennes de Lubitsch, avec Adolphe Manjou, qui est lui-même un film qui est très influencé par Woman of Paris, l'opinion publique de Chaplin, qui sont des films que Ozu adorait, qui l'ont marqué à jamais, tout comme Mizoguchi d'ailleurs, qui se référait beaucoup, si vous avez vu des Mizoguchi de 1936, il y a beaucoup d'influence des films de Lubitsch. Lubitsch a marqué beaucoup Ozu. Bien, ses premiers films, je vais passer vite, c'est des comédies, des films d'étudiants, des films de ski, vie d'employé de bureau, et déjà des comédies avec une touche sombre. Je ne sais pas si vous en avez vu certains, mais où c'est quelqu'un qui, par exemple, dans Cœur de Tokyo, qui est un très beau film, qui existe, je crois, dans les DVD Carlotin. C'est pareil, c'est quelqu'un qui veut défendre un employé qui a mauvaise posture dans l'entreprise, qui se fait lui-même renvoyer, qui ne trouve pas de travail, qui devient homme sandwich pour un ami restaurateur. Donc il y a toute cette dimension-là de sujets de société. Le chômage, ou une femme, une sœur qui se sacrifie pour payer les études de son frère, et quand il apprend qu'elle se prostitue, enfin, etc. Donc des films extrêmement sombres. Donc différents mondes, donc le monde étudiant, le monde du bureau, travail, et c'est vrai que chez Ozu, ce sont les milieux qui structurent les récits, la famille en fait partie, et que c'est, je dirais, toute l'activité du quotidien, aller au travail le matin, le bureau, aller au bar, au restaurant, rentrer chez soi le soir, plus ou moins ivre, pour les hommes, ça dépend. Et c'est cette répétition-là qui structure. Donc c'est vraiment une architecture des lieux et du temps qui détermine la narration. Sur Ozu, toujours, il a vraiment tourné dans le muet. Hein. Le muet est arrivé tard au Japon, je ne vais pas vous raconter ça, c'est trop long, le Benshi. Mais son premier film parlant, vous le connaissez, c'est Les Fils uniques, hein, c'est 36. Mais il a réalisé 34 films muets, donc de 27 à 36. Hein. Et seulement, je dirais, 19 films de 36 à 62. Hein. Mais s'il a tourné une moyenne d'un film par an après la guerre, à partir du Récit d'un propriétaire, qui est son premier film après la guerre, 47, qui est un très très beau film, entre son premier film parlant, le Fils unique de 36, et Récit d'un propriétaire, il a seulement tourné 3 longs métrages. Et on en reparlera parce que c'est une période de la guerre qui est très importante dans la vie d'Ozu, puis aussi dans son cinéma, comme, je dirais, le moment central du siècle qui l'a beaucoup marqué. Bien, donc les mondes décrits, j'en ai parlé, monde de l'école, donc le rapport à l'élève, les institutions et les générations, la famille, le travail, etc. Bien, Ozu était très marqué par ces Américains, parce que c'est toujours faux, enfin, je rouspète tout le temps quand on dit que c'est
à cause de la défaite entre 45-50, que le cinéma japonais s'est américanisé. La société japonaise s'est américanisée, et les films d'Ozu le montrent très bien, il en parle. Mais l'influence du cinéma américain, elle a existé dans les années 20, dans les années 30, dans l'ère Taisho, qui est l'ère la plus permissive et la plus libérale de la société japonaise, avant l'ère Showa d'Hirohito, qui, elle, commence le début des grands groupes industriels, de la militarisation du Japon. Donc ça, c'est important, et c'est vrai que chez Ozu, on voit tout ça, et on voit l'évolution de son style. Mais on en parlera plus tard, l'évolution du style d'Ozu, c'est-à-dire où est la japonité de son cinéma, est-ce qu'elle est dans le regard qu'il porte sur le Japon d'un point de vue ethnographique, ou est-ce qu'elle est dans le style ou l'écriture. Et c'est une chose sur laquelle on reviendra. Alors, on va peut-être avancer quand même un peu. Je voudrais parler d'un premier point qui me paraît central, parce qu'il revient dans énormément de films, c'est la relation parent-enfant. Je dirais qu'on va commencer avec un extrait de Ghost de Tokyo. Je pense que vous le connaissez, je ne voudrais peut-être pas trop vous le dévoiler s'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas vu et si vous allez le voir, parce que ce serait un peu dommage. C'est parce que Ghost de Tokyo, il y a tous les éléments. Je dirais qu'il y a les enfants et l'école. À travers le père, il y a la vie du bureau, les relations avec le patron. Et à travers la famille, la femme au foyer et les enfants, il y a tous ces noyaux-là. Donc je dirais qu'il y a les triples entités concentrées en un seul film, qui est donc l'enfant à l'école, le bureau et la famille, etc. Donc on va voir un extrait de ce film-là, qui est sur la fin, que j'ai appelé « La révolte des enfants ». Et je vous expliquerai un peu le contexte de cette séquence. Le contexte, les enfants, donc le fils du patron et leurs copains, et quand ils jouent avec lui, ils l'humilient, c'est-à-dire ils font un jeu, puis il doit se coucher, donc ils en font ce qu'ils veulent, si vous voulez, du fils du patron. Et juste avant ça, il y a une scène de projection de film amateur chez le patron, où au premier rang, il y a le patron et son épouse, projectionniste, et puis de l'autre côté, les employés, dont le père. Au deuxième rang, il y a les gamins, dont les deux enfants, et le fils du patron. Et le drame du film, c'est intéressant, parce que ça vient du burlesque, justement. Le père fait de la gymnastique comme on le fait dans l'entreprise, et il fait le pitre, les grimaces dans les gros plans. Tout le monde rit, sauf les gamins, qui sont vexés, humiliés. Donc c'est intéressant que le burlesque dans le film devient l'objet même du clivage donc, de l'histoire. Après, ils se posent la question, est-ce que leur père est si important que ça? Ils en doutent. Tout d'un coup, c'est l'histoire du film, qui est ce moment où chez les enfants, entre l'idéalisation du père, mon père est le plus ci, plus ça, et la découverte d'un principe de réalité, et comment survivre dans la construction de soi dans le monde par rapport à ce principe de réalité, qui est universel, mais qui est très bien posé par Ozu. Ce qui est très bien, c'est qu'on vous trouvez ici, l'espace, c'est filmé donc à ras de sol, quand les gens sont debout, enfin là le cadre ne correspond peut-être pas, mais ils filment du point de vue des enfants. Il y a deux camps. Le camp qui est délimité par la frontière d'ailleurs de la nourriture, qui devient d'ailleurs un objet avec l'insert, et puis lui à la fin, comme un ballon de foot, il veut se ramener dans son camp, et le frère aîné, qui a autorité sur le frère cadet, lui en interdit. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de cette frontière, elle existe tout le temps, parce que chez Ozu, vous verrez, dans ses chants contre chants, il aime bien soit des face-à-face, qui sont des affrontements, ou presque des visages qui sont tellement face-à-face qu'ils se superposent comme si les deux visages, c'est des jeux de cartes, où il n'y avait pas d'épaisseur. Mais ici, on sent la frontière. La caméra est plus facilement dans le camp des enfants. On les voit de face, on les voit légèrement décalés de gauche, mais la caméra est toujours dans leur dos. Alors que la réciprocité n'existe pas du côté des parents, qui sont filmés toujours de face, mais jamais la caméra est dans le dos des parents pour montrer leur perception des enfants. Donc voilà, il y a une disparité dans la place de la caméra par rapport à ça. Le sujet est très fort, parce que chez Ozu, les enfants sont des petits martiens absolument sidérants, et ils sont tous magnifiques, jusqu'à Bonjour et d'autres films. Ils sont dans une logique, qui est l'importance, c'est-à-dire la règle du jeu, pour prendre une phrase de Renoir, c'est-à-dire sur l'ordre social, l'importance, pourquoi, c'est ce qu'il dit plus loin, pourquoi eux ont des bonnes notes à l'école et le fils du patron des mauvaises, mais pourquoi eux ils seront employés du patron plus tard, donc à quoi sert l'école dans cette chose-là? Deuxième chose, la logique du patron employé, l'obligation de faire des courbettes pour plaire, etc. Leur révolte par rapport à ça, leur logique purement mécanique, c'est-à-dire le salaire, retourner le salaire pour lui payer. Le salaire égale payer l'école et la nourriture, donc ils vont faire la grève de la nourriture pour pas que
le père ait besoin de salaire, croyant que comme ça, ils vont pouvoir briser la chaîne, si vous voulez. Donc c'est très fort, la scène. Elle se termine de façon très, très violente, d'ailleurs. Hein. Il y a un plan, je n'ai pas montré tout, mais on voit l'enfant qui va chercher un hachoir, qui va dans le camp des parents. Et quand il prend le hachoir, il y a un effet d'ombre gigantesque qui vient presque du Murnau, comme ça, chez Ozu. Mais c'est juste pour tailler des sacs de riz, etc. Ça finit, je ne vais pas raconter trop la fin, mais c'est important, parce que ça serait un sujet de discussion assez long, qui est sur la façon dont comment les enfants comprennent l'attitude du père, acceptent cette règle du jeu, autorisent le père à faire des courbettes au patron, et comment il y a une certaine allégeance à un système, mais qui n'est pas du tout réactionnaire, enfin je ne pense pas. Enfin, Zou était plutôt un anarchiste pacifiste, plutôt qu'autre chose, enfin dans la vie je veux dire, hein, mais dans ses films aussi. Et je ne pense pas que ces films étaient non plus empreints, comme on a pu le dire, d'un certain bouddhisme zen par rapport à ces choses-là. Enfin, je le sens plus trivial et matériel que ça. Mais bon, je dévie un peu. Et c'est vrai que la fin est très forte, parce qu'il y a la façon dont parce que tous les scénarios d'Ozu racontent à la fois des scénarios de transmission, c'est-à-dire la conscience de la fin pour soi et comment ça va se transmettre chez les enfants qui vont venir après, le mariage, le sentiment de la mort et la structure de société qui continue, ou comment un enfant va prendre sa place dans le monde et dans cette construction de l'ordre du monde par rapport à ses codes, à ses règles. Et c'est vrai que chez Ozu, il y a cette ethnographie du détail à laquelle il est politiquement et socialement toujours très très sensible. Ici, c'est des employés de bureau qui travaillent, qui viennent s'installer dans des quartiers pas encore construits, à la périphérie des villes, qui n'ont pas les moyens de vivre en ville. Le patron fait du tennis. Dans les années 50, ils feront du golf, etc. Donc Ozu a toujours été un très grand ethnographe, un peu comme Tati, mais pas avec le même esprit que Tati, qui était moins... Enfin bon, passons. Voilà, mais ça c'est important, cette scène-là, par rapport parce qu'il y a l'élément de la nourriture qui intervient. C'est la mère qui donne des boulettes de riz qui finissent par accepter. Ils acceptent le rôle, le métier. Et le petit gamin dit « je veux être capitaine ». « Ah bon, pourquoi pas général ?» lui dit son père, parce qu'il trouve qu'il manque d'ambition. Mais il dit « non, c'est mon frère aîné qui sera général ». Donc il a intégré la hiérarchie et l'armée, si je puis dire, par rapport à la préséance de la famille. Donc il y a plein de choses à la fois qui sont anodines. Le dernier carton du film, c'est « La vie reprend son cours hein, », qui est important par rapport à cette idée justement de dérèglement nécessaire, à une sorte de régulation de l'ordre des choses. Mais Ozu aime bien filmer ces moments de rupture ou de dérèglement pour montrer comment une sorte d'ordre ou de mécanisme de jeu social symbolique de ce que la société impose au sujet et comment chacun se coule, si je puis dire, dans cet ordre-là, l'interroge, le rompt et lui permet de le comprendre et de le faire avancer par rapport à l'ordre du monde et de l'existence. C'est effectivement une chose que Ozu a toujours montré de façon extrêmement forte. Il y a un autre film qui est très bien sur Par enfant, vous le connaissez, mais je vais le faire plus vite, c'est bien sûr Le Fils unique, hein, c'est son premier film, pardon, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, qui est aussi très beau, parce qu'il y a beaucoup de films qui parlent, là c'est le sacrifice d'une mère, qui travaille dans une usine de coton pour payer les études de son fils, qui se sacrifie, qui vient lui rendre visite. La visite à la famille, aux enfants, est une chose qui revient souvent chez Ozu, hein, vous verrez tout à l'heure si vous ne l'avez pas vu, Voyage à Tokyo, et il découvre qu'en fait, il a raté sa vie, quoi. Enfin, que par rapport à son sacrifice, etc. Et il s'en console, disons, en disant qu'il est un homme bon, généreux, altruiste, et qu'elle se console, je dirais, de cet échec-là par rapport à ça. Mais on voit bien chez Ozu comment cette exigence de la société, de la place dans la société, et de ce que ça représente au niveau de la famille est quelque chose de central. Je vais essayer d'aller pas trop vite, mais parler d'un moment qui m'intéresse beaucoup chez Ozu, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est en temps de guerre. C'est Ozu pendant la guerre, ce qu'il faudrait faire tous les cinéastes japonais avec qu'avez-vous fait entre 1939 et 1945, tous, et les conséquences que ça a eu sur leur œuvre. Mizoguchi a travaillé à Shoshiku Kyoto. Ces grands films historiques d'après-guerre sont nés esthétiquement quand il a fait Les 47 Ronins, qui est le film de propagande de Shoshiku, qui est un très très bon film. Mais je ne vais pas parler de Mizoguchi. Le Japon a occupé la Mandchourie en 1931, vous le savez, a bombardé Shanghai dans la foulée, y compris les studios de cinéma, déclaré la guerre à la Chine en 1937. Dès l'ère Meiji, qui est un autre sujet politique, je ne vais pas le traiter, c'est-à-dire la fin de l'ère féodale, mais la restauration du pouvoir de l'empereur, donc ça a amené une démocratie bâtarde, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il y a déjà eu volonté belliqueuse, guerre contre la Chine en 1994, contre la Russie en 1905, et deux conséquences, l'annexion
de la Corée et de Taïwan, qui seront récupérés, si je puis dire, après la défaite de 1945. La période la plus ouverte du Japon, c'est 1912-26, c'est l'ère Taisho, avant l'ère Showa, qui elle aussi était permissive et ouverte, mais qui a vu des tensions politiques au début des années 30. Ozu était un anarchiste pacifiste. Je tiens ça de la part de Mariko Okada, qui est l'épouse et actrice de Kijo Yoshida, dont le père a joué dans les films d'Ozu, et qu'elle n'a jamais connu son père, parce qu'il est mort. Elle a vu ses films, mais après, mais ne l'a pas connu, parce qu'il est mort quand il était enfant. Et il était très ami avec Tanizaki, donc c'était un peu sa mentalité, je dirais, de Ozu. Et en tout cas, il n'avait aucun attrait pour la chose militaire. Donc la période 37-45 m'intéresse, que c'est celle où il a le moins travaillé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, entre Le Fils unique, son 35e, et son premier film après-guerre, Récit impropriétaire, son 39e, il y a juste eu 3-4 films. Il a fait un film que je n'ai pas vu, que je ne connais pas en France, qui est une comédie grinçante sur les classes aisées, qui s'appelle « Qu'est-ce que la dame a oublié », qui est de 37. Mais je ne l'ai jamais vu, celui-là. Ozu a été ensuite envoyé en tant que réserviste de l'armée, c'est-à-dire pour le service militaire. Il est envoyé sur le front en Chine, en juillet 37, en tant que caporal d'infanterie. Il restera 2 ans, il rentre en été 39. Ozu, on ne parlera jamais, ni dans ses carnets, ni ses amis. Silence total sur cette période-là. Il y croise un ami cinéaste, Sadao Yamanaka, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait des films magnifiques, Pauvres humains, ballons de papier, qui lui est mort là-bas à l'âge de 29 ans, par contre, en Chine. De retour au Japon, en 1939, mais la loi a changé, c'est-à-dire que la censure existe sur scénario désormais, parce qu'ils ont repris les lois de propagande nationale héritées du cinéma allemand. Donc ça affecte beaucoup Ozu, parce que d'une part, 2 choses l'affectent. Son chef-op l'a quitté, si je puis dire, était dans un studio. C'est Hideo Shigehara, qui a fait toute la photo et le cadre de ses premiers films, depuis son 2e. Et c'est très intéressant cette période, parce qu'il y a beaucoup de travelling, de zoom, de mouvements de caméra qui vont cesser après. On a toujours un peu, à juste titre, idéalisé Atsuta, qui viendra après, par rapport à ses cadres, ses plans tatami qu'on voit dans Tokyo Ga, etc. Mais le travail qu'il a fait avec Shigehara avant est absolument remarquable et tout à fait passionnant. Donc ça a beaucoup perturbé Ozu. Deuxième chose, c'est le... Donc après, il trouvera Atsuta et qui fera tous ses films, sauf les 2 qu'il n'a pas fait à la Shoshiku. C'est-à-dire le Dai sera fait par le chef-op de Mizoguchi, Kazuo Miyagawa, etc. Bien. L'autre qui le perturbe, c'est qu'il écrit un scénario, Le goût du thé au riz vert, qui est refusé par la censure. Et ça l'a beaucoup blessé et affecté Ozu, ça. Alors pourquoi il a été jugé futile, Fumajime? Il reprendra le scénario en 1952. Il existe le film, mais sauf qu'il a totalement supprimé le contexte de guerre. C'est tout simplement un couple, lui est plutôt de famille modeste, mais il a, je dirais, élevé socialement par le travail, et elle, c'est une grande bourgeoise oisive. Le mari doit partir à l'armée, et ils font un dernier repas ensemble. Et le thé vert, c'est un rituel qui est d'une cuisine très rustique au Japon, ce qu'on appelle le ochakuze, où on verse le thé vert, non pas dans le bol spécifique, mais dans le bol où on a mangé le riz blanc. Donc c'est une manière de... Voilà. Dans le film de 52, Ozu s'en servira pour dire que le couple se réconcilie, puisque la femme bourgeoise accepte les méthodes rustiques, si je puis dire, du savoir-vivre de son mari. Donc le film est refusé pour la censure, parce qu'il n'est pas dans l'enthousiasme, etc., etc. Ça blesse énormément Ozu, qui effectivement ne travaille pas. Fera un autre film en 1941, Les frères et sœurs de Toda, sur l'histoire aussi d'une cohabitation, une femme qui est veuve, qui va vivre chez son fils aîné en compagnie de sa fille. Ça ne se passe pas bien et elle finit par aller en Chine, où il y a également un autre enfant qui vit. Voilà. Et l'autre qu'il a fait, dont je vous parlerai bientôt, c'est Il était un père de 1943. Pendant la guerre, il faut savoir que Ozu a défendu publiquement Kurosawa, qui a fait donc, La légende du grand judo en 1943, qui a été censuré, non pas à cause des scènes de bataille, au contraire, mais parce que le héros est amoureux des femmes et que aimer les femmes, c'est le cinéma américain, et depuis Pearl Harbor, tout ce qui est amour des femmes était jugé occidental, donc interdit par la censure. Et Ozu s'est levé publiquement pour dire « Un film est bon, il n'est pas bon, celui-ci est bon, laissez-le en paix ». Dans n'importe quel autre contexte, il aurait pu aller en prison, mais comme Ozu avait beaucoup d'humour, etc., et puis il était assez respecté à l'époque, il n'a pas eu d'ennui. Mais c'est assez courageux de sa part d'avoir fait ça. En 1943, excuse-moi, je vais assez vite, il retourne de nouveau sur les drapeaux. En 1943, mais cette fois en tant que cinéaste, pour faire des films sur le front, c'était la mode au Japon, si je puis dire. Mizoguchi était en Chine pour faire des films de propagande sur le front. Il va en Birmanie, mais comme le Japon est mal barré en Birmanie, il n'y reste pas. Il va à Singapour. À Singapour, il travaille à des projets de films,
Mais ils sont même refusés parce qu'ils sont passés propagandistes, action héroïque, etc. Donc il n'avait pas une grosse volonté pour ça. Il a projeté un projet de film sur les Indiens qu'on voulait. Les Japonais voulaient inciter les Indiens à l'indépendance parce que c'était les Anglais qui étaient leurs ennemis. Hein. Mais le film ne s'est pas fait. Toujours est-il qu'il a profité de son passage là-bas pour voir que des films américains. Il en a vu une centaine. Il a vu le film de Ford, Raisin de la colère, Qui a été verte ma vallée, La route du tabac, Rebecca de Hitchcock, Autant emporte le vent, Wyler, La vipère, Cahiers du désert. Il a vu Citizen Kane. Donc il a vu tous ces films-là quand il était à Singapour. Il a été prisonnier de guerre plusieurs mois après la guerre, corvée de toilette, etc. Mais tout ça n'a rien dit. Alors sur cette période-là, je trouve que Ozu est celui qui a été le plus discret en termes de tournage de films et qui a été le plus en retrait du Japon pendant cette période-là politique, alors que très souvent, auparavant, il y a longtemps, on disait Ozu, famille réactionnaire, traditionnaliste, etc. Et peut-être c'est lui qui était le plus engagé et le plus en retrait par rapport à ce qu'a été le Japon, alors que quand même tout le cinéma japonais a collaboré dans l'effort de guerre et de propagande. Hein. Alors, sur Ozu et la guerre, Ozu a regardé le Japon du XXe siècle, j'en ai parlé un petit peu, la guerre encore plus. Si vous regardez tous les films d'Ozu, il n'y a pas de film spécifiquement sur la guerre, mais il y aura toujours des moments où, même dans Fin d'automne, quand la mère voit la fille avant son mariage, elle l'emmène à une station balnéaire, ah, tu te souviens, on venait là avec ton père autrefois. Ou, ta mère, autrefois, elle portait des kimonos, puis pendant la guerre, elle portait les pantalons de papa. Il y a énormément de références à la guerre. Ce que j'aime beaucoup, c'est deux films qui m'intéressent. C'est celui qui est fait pendant la guerre, donc Il était un père, 43, et Récit d'un propriétaire, 47. La réalité de l'époque, elle est évoquée à travers la figure du père. Dans le Récit d'un propriétaire, c'est un enfant qui est abandonné, qui est recueilli par des gens du quartier qui n'en veulent pas, qu'il refile avec une femme qui n'en veut pas, mais qui finit par l'aimer. Mais cette femme... Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une scène au bord de la mer, elle veut lâcher le gamin, elle veut le semer, le larguer, quoi. C'est quand même terrible. Et toute la question du film, c'est de savoir si, à la fin, le père a abandonné son enfant volontairement à cause de la situation d'après-guerre ou par accident. La réponse d'Ozu, c'est que le père recherchait cet enfant et que la question jusqu'à quel point la guerre peut ébranler les sentiments filiaux ou les sentiments des liens du sang, c'était la question centrale d'Ozu, mais c'est la question qui l'intéresse au plus haut point dans ce cadre-là. Il était un père, c'est le contraire. On est quand même en 1943. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Au début, c'est un prof qui amène des élèves dans une excursion au bord d'un lac. Un des élèves se noie. Donc là, il se la joue, si je puis dire, Bushido, mais du Bushido qui a imprégné la mentalité japonaise, mais dans le civil, c'est-à-dire le code d'honneur. Il se sent responsable, il a honte de lui, il ne veut pas assumer ça, même si ce n'est pas de sa faute. Donc il démissionne, on lui dit d'ailleurs de ne pas démissionner. Mais il intègre, si je puis dire, il intègre en lui une certaine dimension des valeurs qui sont exigées dans ce contexte-là. Donc c'est très intéressant d'opposer ces deux films-là. La scène que je vais vous montrer maintenant est différente, elle vient après, au bout de 20 minutes du film. C'est la scène de pêche à la ligne, c'est pour ça que je parlais de la pêche au début, entre le père et l'enfant. Donc on va la voir tout de suite, l'extrait 2 de « Il était un père ». Oui, je trouve que c'est une scène d'une simplicité merveilleuse. Je n'ai beaucoup à dire, hein, mais j'essaie de faire simple. Elle est bordée par le plan d'Estelle, premier plan, dernier plan. Ozu, si vous êtes familier un peu de son cinéma, aime beaucoup commencer chemise d'usine à l'extérieur, à l'intérieur, l'endroit et l'envers, et même l'ouverture de l'épave flottante, le phare, une bouteille de saké, enfin que sais-je, pour spatialiser les lieux. Vous le verrez dans d'autres extraits. Mais chez Ozu, la construction de l'espace, c'est une construction de temps, dans la mesure où... l'espace, c'est du temps. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Augustin Berg et d'autres qui ont beaucoup écrit sur le Japon. Mais c'est-à-dire que les bords spatialisent la séquence tout en mettant des contenants qui sont des contenants temporellement plus grands que le passage de l'homme sur Terre, si vous voulez. C'est-à-dire que quand l'homme ne sera pas là, la stèle sera toujours là. Donc c'est une figure du temps qui contient des moments de temps qui vont jusqu'à l'anecdotique du rythme d'une séquence sur des cannes à pêche. Alors la scène, après il y a le plan très beau, tout petit. Il y a l'eau qui est bien sûr importante ici, l'écoulement de l'eau, l'écoulement des choses et tout ce que vous pouvez dire là-dessus, qu'on peut dire mais que je ne vais pas développer. Et il y a l'anecdote elle-même. Comme le père a démissionné, l'enfant est content de profiter de son père et d'avoir ce lien fort avec lui. Et la scène ici, c'est une scène anecdotique et symbolique, comme toutes les scènes chez Ozu. Anecdotique, c'est je vais te mettre au pensionnat,
je te reverrai te voir tous les 15 jours, ou pendant les vacances d'été, on y retournera à la pêche. Et puis c'est un enseignement existentiel, comme toutes les scènes d'Ozu, si je puis dire, qui est « Mon devoir de père, c'est d'enseigner qu'un jour nous devrons nous séparer, que je ne serai plus là au sens de la mort, ou alors que toi tu devrais être autonome sans moi. Et que l'enseignement de la transmission est un enseignement de la séparation. » C'est ce que fait cette scène, dans la plus grande simplicité. On commence par les plans, ils sont tous les deux de dos. Quand il y a, après il découpe, lui sur fond de ciel, il y a la conversation. Bien évidemment, tout l'affect de l'enfant passe dans la pêche de la ligne. Hein. Ce que vous avez vu, enfin, je ne vais pas reprendre la scène, mais le père parle, ils arrêtent, le père se met à faire son truc, l'enfant fait ça, on se dit, ça y est, là, comme on dit, comme on renclenche une horloge, ça repart le mécanisme de synchronisme, puis mais lui le fait et l'enfant arrête, il est comme stoppé, bloqué. Mais j'en parlais tout à l'heure sur l'idée que chez Ozu, il y a toujours des moments où on accuse le choc d'un dérèglement, d'une rupture, pour ensuite que le mécanisme reprend. Et je trouve la scène là-dessus assez exemplaire et vraiment très très belle par rapport à ce moment-là et par rapport à cette idée de la transmission, de l'apprentissage, de la séparation et de l'histoire qui est celle de beaucoup de films d'Ozu, ce sera plus avec le mariage, sur l'idée de marier les filles et puis accepter sa propre solitude. Bien, je vais enchaîner, j'ai parlé un peu déjà du Japon du XXe siècle, le rapport d'ethnographes, les changements, les mœurs. C'est vrai que les milieux sociaux des films d'Ozu sont plus pauvres et modestes des années 30. Après, ça va finir sur les cadres supérieurs d'entreprise, dans ces films en couleur. Il y a des choses que Ozu aimait filmer, que j'adore dans ces films, parce que quand je parlais d'organisation du quotidien, quand vous avez vu la scène, par exemple, de Ghost de Tokyo, indépendamment de la scène, il y a aussi, il faudrait prendre toutes les scènes d'Ozu, le père entre à la maison. Il est bourré, pas bourré. Vous avez vu que là, quand il rentre, la femme prend le chapeau, tient les vêtements. Des fois, le mari négligent, il les pose par terre. C'est la femme qui vient se baisser. Des fois, il refuse de le faire. Vous pouvez reprendre toutes ces scènes-là comme des répétitions chez lui. Il y a une chose que Ozu filme très très bien, je ne vous apprends rien, c'est boire, manger, parler. Hein. S'il y a quelqu'un qui a bien filmé les hommes ivres ou l'état d'ébriété, euphorie heureuse, vous verrez une scène dans Voyage à Tokyo ou Chisuryu absolument remarquable, les scènes entre hommes au restaurant où on boit, où on parle. C'est vrai que ce rapport de la parole délié par la colle est cette chose aussi qui est propre à la société aussi japonaise, c'est-à-dire les bars, les restaurants avant d'entrer à la maison, etc. C'est des choses que Ozu filme extrêmement bien. Il y a énormément de choses à dire au niveau de la mise en scène de tout ça. Jamais vu d'aussi belles fresques de frises de bouteilles de bière dans les films d'Ozu, qui était très maniaque dans le placement des objets sur les tables. Si vous avez vu la scène de fin d'automne qui est magnifique, je vous invite à la voir ou la revoir ou y repenser, c'est quand justement la scène de la station balnéaire avec la mère et la fille. Regardez la frontière, ils sont face à face, un a un bol rouge, l'autre a un bol blanc, etc. Le rapport des objets, comment ils sont déposés, comment la coupe renvoie au visage. Ozu était maniaque, était d'une précision d'orfèvre sur ça. Et là-dessus, il filme très très bien ces moments-là, justement. Plus il avait appris de Lubitsch ce principe à chaque prise de plan, une prise de parole, quoi. Et dès que quelqu'un parle, on a le visage. Donc, je dis ça très vite, puisque le temps passe. Je vais vous montrer maintenant une séquence qui est... Les 3 dernières séquences vont venir du dernier film d'Ozu, qui est donc Le goût du saké. Et donc, c'est la scène, justement, du bar. J'aime beaucoup cette scène. L'acteur, je n'en ai pas parlé, mais vous l'avez reconnu, c'est Chisuryu, bien sûr, qui joue le père et qui a joué énormément de Ozu, mais ses premiers grands rôles, c'est quand même Il était un père et après. L'autre acteur, il est très bien aussi, c'est Daisuke Kato, petit gros marrant, qui joue dans beaucoup de Ozu, qui joue dans les Kurosawa, enfin, c'est samouraï, enfin, c'est un très bon acteur. Bien, la scène, elle est... Il y a plusieurs choses. Bon, il y a l'enseigne à l'extérieur, l'intérieur, avec 2 tons, le rouge et puis le jaune des fauteuils. Le jaune des fauteuils, on le voit plus à la fin qu'au début, et la femme qui arrive a du jaune autour des cheveux, le ruban. Il se trouve que cette femme est un personnage important parce que le père dira après qu'elle ressemble à la femme qu'il a connue et qui est décédée, il est veuf. Il demandera d'ailleurs à ses enfants de venir au bar pour dire « Regardez, c'est votre mère » ou « Elle ressemble à votre mère ». Donc tout d'un coup, tous les souvenirs, si je puis dire, pas seulement de la guerre, mais du privé, remontent dans ce bar qu'on comprendra après. La chose ici, c'est très savoureux sur les dialogues, hein, c'est-à-dire on a bien fait de perdre la guerre, ça a éliminé pas mal d'imbéciles. Enfin, oui, il y a plein de petites choses comme ça chez Ozu qui
qui est à la fois le point de vue des personnages, mais qui dit des choses aussi par rapport à la guerre, la dureté de retrouver du travail, etc. après, ce qu'ils sont devenus, l'américanisation qu'eux-mêmes acceptent. Ils boivent du whisky japonais, Suntory, hein, c'est pas du saké, enfin, etc. C'est un bar américain. Donc tout ça est indiqué. Et Ozu a toujours aimé regarder à la fois ça, tout en gardant l'aspect convivial, l'autre qui a un petit coup dans le nez, comme on dit, et qui met se met à faire le champ militaire de la marine. Il y a un autre aspect que j'aime bien aussi, c'est après la guerre, je ne vais pas faire le recensement de tout ça. C'est évident que dans Printemps tardif, si Setsuko Hara ne s'est pas mariée, c'est parce qu'à cause de la guerre, les soldats étaient partis au front et qu'elle a pris du retard, si je puis dire, par rapport à ça. Dans Voyage à Tokyo, que vous allez voir après, Setsuko Hara joue la belle-fille dont le fils, justement, est mort à la guerre et il a question d'être les veuves de se remarier. Donc, encore une fois, à tous les niveaux, extrêmement simple, la guerre est extrêmement présente. Et à la fois, c'est là où il a le peu filmé et c'est celle qui est presque structurée beaucoup d'aspects de l'œuvre. Je pense que le temps passe assez vite, donc je vais aller vite aussi, hein, parce qu'en plus, ça tombe bien, parce que c'est sur, je dirais, la conscience du temps et le temps qui passe chez Ozu, par rapport à l'idée justement de la mémoire, du revivre, de la répétition et de l'écoulement. Donc chez Ozu, il y a beaucoup d'histoires de mariage, de filles à marier, avec la version masculine, enfin, la version père-fille est dans Printemps tardif, la version mère-fille est dans Fin d'automne, il y a Fleur d'équinoxe, et il y a également Le goût du saké, où effectivement, lui veuf, frère aîné, fils aîné marié, et après à la maison, fille aînée qui fait un peu les tâches domestiques, etc., et qui veut la marier. On va voir la scène maintenant que j'aime beaucoup, parce que il faudrait voir toutes les scènes d'Ozu sur les mariages. Hein. D'ailleurs, c'est une scène explicite dans le café. Il retourne au bar après, il est en costume queue de pipe, et la femme lui dit « Vous étiez à un enterrement ?» Il dit « Oui, c'est ça. » En fait, c'était le mariage de sa fille, mais Ozu filme les mariages comme des enterrements, parce que c'est des épreuves de la séparation. Donc je vais vous montrer l'extrait 4 du goût du saké, qui est donc la scène du mariage de la fille. Le dernier plan est très beau, vous avez vu, il y a le truc à parapluie dans le genkan, dans l'entrée, et en rime, il y a l'aspirateur rouge comme chose ronde en diagonale. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et dans le plan d'avant, il y a une théière morte, elle est noire, elle ne fait pas de fumée. Vous l'avez vu? Et un bol noir aussi, avant, dans les accessoires. Non, la scène est très belle, mais bon, ok, ça va de soi, je ne l'aurais pas prise sinon. Mais j'aime beaucoup il y a plusieurs choses à dire que je n'ai pas dites, je vais essayer de les dire rapidement. Bon, les positions des personnages assis, tatami, de profil, quand les gens se parlent de comme ça, ils se tournent de face. Ozu ne voulait pas que les acteurs bougent la tête. Je n'ai pas parlé de la direction d'acteur. Il était inflexible, si je puis dire, pour que moins le visage bouge et mieux l'acteur est. Et on voit dans le jeu de Chisuryu Itus que là-dessus il était implacable. Il ne donnait jamais de consignes psychologiques au personnage en disant ce personnage ici et ça, rien du tout. Il disait d'abord tu regardes la baguette, ensuite le bol de riz, puis tu regardes ta fille. Que des choses absolument mécaniques et très précises, mais il était infernal, je dirais, sur ce jeu-là. Ce qui est très beau avec la scène du père et du fils, d'une part, c'est le cendrier qui ressemble à un vase avec de l'encens, avec la fumée blanche. Vous avez vu ça? Il est posé sur la table basse, tout d'un coup cette tache blanche, avant que la femme qui est en blanc arrive, est absolument magnifique et équilibre la composition. On retrouve l'obsession de Ozu au moment du mariage de sa fille, ses propres souvenirs, quand lui-même a eu des enfants, et comment il demande à son fils aîné quand lui-même aura des enfants, la transmission, enfin, etc. Ça, c'est des choses très importantes et très belles. Ce que j'aime beaucoup, il faudra en parler, mais la dernière séquence que je vous montrerai très brièvement va éclairer ça, donc je ne vais pas le dévoiler, c'est l'architecture de la maison japonaise en tant que telle, et la façon dont Ozu use de cet espace, de cette architecture-là. Et quand il quitte les lieux, on est tout de suite dans la chambre où se prépare la fille, la future mariée. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est important. On va voir dans la séquence d'après que c'est différent. Après, la scène du mariage, les films, Ozu filme rarement les mariages. Hein. Il filme la photo de mariée avant, en fin d'automne, il filme ça. Se marier, c'est simple ici, c'est prendre des valises et se partir, quoi. C'est ça. C'est quitter les lieux. Hein. C'est quitter les lieux. Il y a la valise à côté du père quand il est accroupi, il y a la valise, l'autre qui apporte ses affaires, c'est quitter le lieu. Et le geste même ici de la scène renvoie à ce que signifie la solitude du père, le fait que ça continue et que ça continuera sans lui. C'est-à-dire l'idée d'être soucieux que les choses continuent comme une manière d'anticiper sa propre mort pour que le cycle des choses continue. Tous les personnages d'Ozu, son cinéma, a toujours une conscience extrêmement aiguë
de ça. Et le plan, ils sont... Ce que j'aime beaucoup dans cette scène aussi, et ça c'est bien, et pourquoi il faut voir le film souvent, j'aime bien la tape sur l'épaule, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est la seule familiarité hors des codes que se permet le père dans la scène. Hein. La petite tape sur l'épaule. Donc toute l'affection, toute la tendresse passe par ce geste qui est hors, si je puis dire, du protocole ou des usages. Et Ozu était très très sensible à ces gestes ou à ces éléments-là qui tout d'un coup disaient énormément de choses par rapport à ce que ressent le personnage. Mais la scène où ils sont tous les deux, elle accroupie et lui accroupi, la facialité, les visages et la façon dont il y a... Parce qu'il fait des chants contre chants qui sont fusionnels, comme des substitutions de visage, et des chants contre chants de frontières, comme dans Ghost de Tokyo, si vous voulez. Donc celui-ci est différent. Bon, il y a plein de choses à dire, mais bon, on va quand même, le temps passe, je crois, donc on va voir le dernier extrait, qui est très très beau, qui est la fin du film, ce film-là, hein, ça dure 2 minutes. Là, c'est la scène où il rentre chez lui après le mariage, il a bu un petit coup, il est avec son fils qu'on ne voit pas, il se met à chanter l'hymne qu'on a entendu dans le bar, tout seul dans la vie, je trouve ça bon. Il a filmé ça aussi au Zoo dans Printemps tardif, sauf qu'il est plus sûr de pommes, c'est différent. Mais ce qui me fascine le plus, parce que vous vous souvenez des plans d'avant, où on voit le miroir, le tabouret rouge, le store, etc., pour montrer, non pas le vide au sens vide plein, mais l'idée une personne était là et les traces de son absence, les murs contiennent la mémoire du personnage, de la personne qui a vécu là. C'est ça le sens de ces plans-là. Ici, c'est super parce qu'il est de profil, et tout d'un coup, c'est le plan du couloir, avec les 2 petites touches rouges qui équilibrent la composition, la cuisine au fond avec la petite bouilloire, etc., sur la table. Et après, il y a le plan d'escalier, plus la chambre. Il y a un étage, parce que dans le mariage, il a ellipsé l'étage au Zoo. Quand le père et le fils sont en bas, ils vont voir chez la mariée, il y a le couloir, mais on ne voit pas l'étage. Et après, on continue comme une sorte de voyage de la pensée dans l'espace, c'est-à-dire que comme si le père pensait le couloir, l'escalier, la chambre de la fille, le miroir, le tabouret, les rideaux. Puis, il y a ce plan incroyable, que je trouve incroyable personnellement, dans la grammaire et la rhétorique de la construction. On voit donc Chizuru devant l'escalier. Donc l'escalier est un plan subjectif. Le seul plan subjectif, quand les autres sont des plans de pensée, etc. Mais il est devant l'escalier quand il est à la fin. Donc le plan de l'escalier, qui arrive en deuxième par rapport à cette page. Donc tout d'un coup, entre l'espace à côté, la sensation de vide ou de solitude, est-ce que l'espace pensé, parce que lui il pense à sa fille devant l'escalier, et le plan de l'escalier est le seul plan qui restitue ce qu'il voit et le sentiment qu'il y a au-delà de l'escalier, c'est-à-dire la pièce qui est en haut où la caméra va. C'est assez fabuleux. Une dernière petite chose pour conclure, même s'il y a encore plein de choses à dire, hein, je m'en excuse, mais c'est sur ce que je disais sur les couloirs. Les couloirs, Ozu, dans la maison japonaise, aime bien filmer le couloir. Genkan est le couloir qui distribue des pièces. On les voit toujours comme ça. Les gens viennent, partent, on ne sait pas où ils sortent. Mais chez Ozu, jamais les personnages, ou très très rarement, ils sortent bord cadre. Ce n'est pas le cadre de l'image qui détermine les entrées et sorties de champ, c'est l'architecture qui détermine ça. Même dans la scène du bar que je vous ai montré, Toris, qu'on voit des passants, ils sortent d'un décor, ils sont dans un fond de rue, ils sortent comme ça, mais c'est les murs qui déterminent les entrées et sorties de champ. Tout l'espace, il y a un peu une sorte de métaphysique du passage sur Terre là-dedans, presque à la Bresson, mais très différent et plus joyeux chez Ozu, si vous voulez. C'est l'idée de passage. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'espace du couloir est un englobant par rapport à une présence humaine, et Ozu a toujours aimé, dans ses films, vous verrez l'ouverture de Voyage à Tokyo, l'invariant, le stable, et puis l'éphémère qui bouge, et le contraste entre ces disparités-là. Et là, il y a le père qui titube, s'assoit, et puis il y a là. Donc, bien évidemment, l'espace peut être un contenant, lui va rester là, disparaître, etc., le cadre restera, mais qu'à chaque fois, les cercles d'espace sont des cercles de temps, quoi. Et que chez Ozu, il y a toute une organisation de l'espace qui est une organisation temporelle, existentielle, que je trouve vraiment très, très belle. Voilà ce qu'on peut dire en attendant d'en voir plein d'autres. Voilà, merci à vous en tout cas.